Le règlement DORA, le Digital Operational Resilience Act, est au cœur des nouvelles exigences pour le secteur financier. Son objectif est clair, renforcer la cybersécurité. Mais, et s'il y avait une faille dans sa conception même? C'est la question que soulève l'article Closing the DORA Gap de Vsevolod Chabad. Il identifie une lacune structurelle et propose une solution pour la corriger. C'est cette thèse que nous allons analyser ensemble. Voici le plan que nous allons suivre qui reprend la logique de l'article. On commence par le problème, ce qu'il nomme le déficit de documentation. Ensuite, on verra le conflit d'incitation qui en est la cause. Puis, on explorera la solution qu'il propose avant de voir concrètement comment elle pourrait être mise en œuvre. Alors, le point de départ de l'analyse, c'est un constat assez simple. Les rapports d'incidents cyber, tels que prévus par DORA, sont très bons pour décrire les aspects techniques, mais ils passent quasi systématiquement sous silence les causes profondes, c'est-à-dire les défaillances de gouvernance. C'est ce que l'auteur appelle le déficit de documentation. La question qui se pose est donc évidente. Pourquoi cette omission ? Pourquoi ce silence sur les décisions de gouvernance qui ont pourtant mené à l'incident ? C'est ce que l'article cherche à expliquer. Pour bien comprendre ce décalage, l'article met en opposition deux types de rapports. D'un côté, le rapport d'incident, qu'on voit classiquement, il identifie les vecteurs techniques, confirme la conformité, recommande des améliorations, assez génériques. Et de l'autre, un exemple de rapport beaucoup plus franc, celui de l'Agence écossaise de protection de l'environnement, la CEPA, en 2020. Là, c'est différent. Le rapport admet une exposition qui était connue, il mentionne des contraintes budgétaires et surtout, il documente précisément les défaillances de gouvernance. Et ce n'est pas un cas isolé, l'affaire Daedalus Biology, citée dans l'article, le confirme. Le rapport initial de l'incident était une chose, mais l'enquête de la CNIL, le régulateur français, a révélé des feuilles de gouvernance majeures qui n'y figuraient pas. La conclusion est donc assez claire. L'information existe, mais elle n'est pas capturée par les canaux de reporting obligatoires. Bon, si cette information est si cruciale, pourquoi n'est-elle pas communiquée ? L'article avance une explication qui n'est pas comportementale, mais bien structurelle. Il s'agit d'un conflit fondamental entre deux objectifs, l'apprentissage et la dissuasion. Cette phrase, tirée de l'analyse, résume parfaitement le problème. L'information qui permettrait à tout le secteur d'apprendre d'un échec, c'est aussi, et en même temps, la preuve qui peut servir à établir une responsabilité et donc des sanctions. On est au cœur du conflit. L'argument central de l'article est donc le suivant. En voulant atteindre ces deux buts, apprendre pour s'améliorer collectivement et punir pour dissuader, avec un seul et même outil de reporting, on crée une situation intenable. Ça pousse tout simplement les organisations, de manière tout à fait rationnelle, à minimiser la documentation sur leur gouvernance pour éviter d'éventuelles sanctions. Face à ce constat, l'article ne s'arrête pas là. Il va chercher une solution dans un domaine qui a une longue expérience de la gestion des incidents à haut risque, l'aviation. Il s'agit d'un modèle de sécurité qui a fait ses preuves depuis 50 ans. Le modèle en question, c'est l'Aviation Safety Reporting System, ou ASRS. Et sa particularité, c'est qu'il est géré par la NASA, qui est une agence de recherche sans pouvoir de sanction, et non par la FAA, qui est le régulateur. Le principe est simple mais puissant, séparer structurellement le canal d'apprentissage du canal de sanction. Et pour voir si ça marche, il suffit de regarder les chiffres. Plus de 2,1 millions de rapports confidentiels ont été collectés par la SRS depuis 1976. C'est un volume d'informations absolument colossal qui montre bien ce qu'il est possible d'obtenir quand la menace de la sanction est retirée de l'équation. C'est en s'inspirant de ce succès que l'article propose de repenser la structure de reporting de DORA. Il suggère une architecture à 3 niveaux, ou 3-tier, conçue spécifiquement pour séparer ces fonctions qui sont aujourd'hui mélangées. Concrètement, cette architecture se compose de 3 canaux bien distincts. Un premier niveau entièrement dédié à l'apprentissage confidentiel, un deuxième niveau pour la dissuasion, qui se fait en privé avec le régulateur, et enfin un troisième niveau pour gérer la divulgation publique de manière structurée. Ce premier niveau, c'est le canal d'apprentissage pur. Il serait confidentiel, non punitif, et basé sur le volontariat. L'article suggère qu'il pourrait être géré par l'ENISA, l'Agence européenne pour la cybersécurité, qui n'a pas de pouvoir de sanction. Les informations seraient protégées légalement et serviraient à produire des analyses anonymisées pour tout le secteur. Il faut bien comprendre que la proposition ne vise pas à supprimer le système actuel. Au contraire, le cadre de reporting obligatoire de DORA, tel qu'il existe dans les articles 17 à 19, devient simplement le deuxième niveau de cette architecture. Sa fonction de dissuasion est ainsi préservée, mais elle est clairement séparée du premier niveau. Et enfin, le troisième niveau s'attaque à un sujet très complexe, la divulgation au public. L'enjeu ici, c'est de faire la part des choses entre une non-divulgation motivée par un intérêt privé et une autre légitime, visant par exemple à protéger la stabilité financière.
Le mécanisme proposé pour y parvenir, c'est ce que l'article appelle une déclaration de justification de la suppression. C'est un document formel, non public, dans lequel une entité expliquerait à son autorité de contrôle pourquoi elle a décidé de ne pas divulguer un incident publiquement. Ça ne supprime pas la confidentialité, mais ça crée une trace écrite et donc une responsabilité sur la décision elle-même. Tout ça est intéressant en théorie, mais comment le mettre en pratique? L'analyse ne s'arrête pas au concept et propose une feuille de route assez concrète. Et c'est un point important sur le plan pragmatique. L'auteur souligne que cette architecture pourrait être mise en place via un acte délégué prévu par l'article 20 de DORA. Cela veut dire qu'il ne serait pas nécessaire de rouvrir tout le processus législatif, ce qui est évidemment beaucoup plus rapide. La feuille de route se décline en 5 recommandations principales. Premièrement, confier à l'ENISA le développement du programme de niveau 1. Deuxièmement, intégrer la déclaration de justification de suppression. Troisièmement, publier des statistiques annuelles sur l'utilisation de cette suppression. Quatrièmement, harmoniser les protocoles de risque entre les autorités nationales. Et enfin, reconnaître officiellement dans les guides de supervision les limites actuelles de l'analyse des causes profondes. L'analyse se conclut donc sur cette question, qui est finalement au cœur de toute la réflexion. Une architecture réglementaire bien pensée peut-elle rendre la transparence rationnelle? En d'autres termes, peut-on créer un système où il est dans l'intérêt même des acteurs d'être transparents? La thèse de l'article, c'est que la réponse est oui, et que la clé de la cyber-résilience se trouve peut-être moins dans la conformité que dans l'intelligence de la structure réglementaire elle-même.